Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, pour ce nouvel épisode, je vous propose de retrouver la deuxième table ronde enregistrée lors de la Presse au Futur en décembre dernier. Pour rappel, la Presse au Futur, c'est l'événement incontournable de la scène des médias où toutes les familles de presse et tous les supports sont représentés. Pour cette deuxième table ronde, avec mes invités, nous avons exploré les nouveaux dispositifs publicitaires, l'innovation dans la pub proposée par les régies et les services de pub. Bonne écoute. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bienvenue dans cet atelier sur les formats publicitaires, les innovations, les nouveaux dispositifs publicitaires pour les médias. Je suis François Desfossés, je suis le cofondateur de Cosa Vostra, qui est une agence tech et créative. On aide les éditeurs dans toutes leurs problématiques digitales, du conseil, du design et du développement et du marketing. On aide nos clients et éditeurs, entre autres, à grandir sur les internets. Je voulais vous faire la présentation du panel. D'abord, je voulais faire une petite introduction, alors que je n'ai pas retenu par cœur, mais qui permet un peu de situer le contexte avant qu'on puisse laisser la parole aux experts. En France, j'ai vu passer cette news hier de l'agence Magna, Media Brands, qui prévoit que les médias traditionnels auront recouvré les 2/3 des pertes Covid. C'est un bon point de départ parce qu'évidemment l'année dernière, l'année de Covid, a été assez catastrophique sur les revenus publicitaires. Je ne vais pas refaire tout l'historique, l'idée c'est plutôt de voir ce qui marche maintenant. Mais les recettes publicitaires se sont redressées de 800 millions d'euros cette année après avoir chuté de 1,4 milliard en 2020. L'agence, donc toujours Magna, prévoit une nouvelle augmentation de plus 15% en 2022 du marché publicitaire. Donc plus 15%, c'est une vraie croissance importante. C'est des croissances qu'on n'avait pas connues depuis longtemps, notamment dans la publicité, et portées en partie par les recettes des pure players du numérique, qui vont représenter plus 20%. Donc avec ce nouvel essor publicitaire post-Covid, l'idée était aujourd'hui de voir quels sont les formats innovants, quels sont les formats qui fonctionnent, qui sont plébiscités par les annonceurs. Donc j'ai à mes côtés un panel d'experts qui, j'ai l'impression, est assez complémentaire et qui vont nous permettre un peu de voir, en fonction des typologies, des supports et différents annonceurs, des retours d'expérience, des apprentissages, et puis la vision peut-être des uns et des autres. Je vais commencer par l'extrême gauche, Sabra Choutri, qui est directrice clientèle chez TF1, à qui je laisserai la parole pour qu'il y ait une petite présentation au-delà de ce titre. Virginie Lubeau, qui est directrice exécutive adjointe chez Prisma Media Solutions. Sébastien Mout, à ma gauche, cofondateur et CTO de Opti Digital, qui a un stand notamment ici, juste à côté, dans le village Régie, qui est une offre de services et conseils aux éditeurs sur l'optimisation de leurs revenus publicitaires. Je précise un peu ce que c'est, parce que c'est peut-être un peu moins connu que TF1 et Prisma, mais ça mérite d'être connu. Et Fabien Magalon, qui est Chief Supply Officer, il nous dira ce que ça veut dire, chez Augury, et Augury qui est le spécialiste du brand advertising sur mobile. Donc avant qu'on entre un peu dans le vif du sujet sur ces retours d'expérience et les apprentissages, je vais quand même vous laisser vous présenter en quelques mots. C'est aussi l'occasion un peu de mettre en avant vos maisons, vos technos, vos entreprises, et qu'on puisse en savoir un petit peu plus. Oui, bonjour, donc Sébastien d'Opti Digital. Donc pour vous présenter un peu ce qu'on fait, nous développons des technologies et une expertise pour la publicité digitale, des solutions pour aider les éditeurs à monétiser mieux leurs audiences, des solutions qui se veulent agiles, transparentes et innovantes. Et moi, plus particulièrement, je m'occupe justement du développement produit et de tout ce qui est innovation et technologie chez nous, chez Opti Digital. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Virginie, je suis à la monétisation du groupe Prisma Media. Donc Prisma Media, vous devez connaître des marques emblématiques comme Femme Actuelle, Capital Géo. Donc c'est un groupe qui est, j'ai envie de dire, à la base print, qui a connu une très grosse accélération sur le digital, puisqu'aujourd'hui on est numéro 1. Sur cette partie-là, on en parlera un petit peu plus, notamment grâce à la vidéo. Et on travaille aujourd'hui l'ensemble des formats,
que ce soit print, digital, social, audio, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher notre audience là où elle est, ce qui est assez innovant puisque en fait pendant des années finalement c'est vraiment du top-down pour des équipes journalistiques et là avec j'ai envie de dire la croissance de chacun de ces leviers, il a fallu adapter chacun de nos formats et donc je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis Fabien Magalon, donc je m'occupe de la supply chez Augury. Augury, c'est le leader, un des leaders en tout cas de la monétisation publicitaire sur les environnements mobiles. C'est une société qui a 7 ans, qui a été fondée par des Français, qui est aujourd'hui présente dans 11 pays, qui va ouvrir 7 pays de plus cette année, voilà, qui est en très très forte croissance et donc qui propose des solutions de ciblage, des solutions publicitaires à destination des agences et des annonceurs. Et moi, c'est Sabra, du coup, je travaille chez TF1 à la régie pub, notamment sur la partie opération spéciale au département live et plus spécifiquement sur le secteur entertainment, donc qui comprend essentiellement le cinéma, les jeux vidéo, les plateformes, la musique, l'édition et tout ce qui est lié à la culture. Top. Merci à tous. Donc, comme je disais, un panel complémentaire. On va pouvoir parler programmatique côté éditeur, côté web. On va pouvoir parler peut-être un peu aussi de print, de vidéo, de TV, etc. Donc voilà, c'était assez intéressant d'avoir ces 4 points de vue. On va commencer par la programmatique dont on a un petit peu parlé. Alors ça concerne probablement plus Sébastien et Fabien. Donc j'ai d'abord commencé par Sébastien. Est-ce que tu as noté un engouement plus important de la part des médias pour le programmatique digital? On sait que clairement, si on regarde les CPM, c'est pas forcément sur la programmatique où on a des CPM les plus élevés. Est-ce que malgré tout, il reste un engouement pour le programmatique? Comment il évolue? Oui, je pense que l'engouement est là, bien sûr. Les médias utilisent énormément le programmatique pour la monétisation, mais ça dépend bien sûr de la typologie de médias. Nous, on accompagne aujourd'hui des médias indépendants, on accompagne des régies, on accompagne des groupes médias. Selon la dimension du média, il va avoir une importance encore plus ou moins importante sur le programmatique. Ce qu'il faut noter, c'est que pour la programmatique cette année et dans les années à venir, il y a un critère qui est très très important, c'est l'agilité. Donc cette année, on a vu qu'il était de plus en plus important de fournir des solutions aux médias pour leur donner de plus en plus d'agilité, qu'ils soient capables de s'adapter aux régulations du marché. Et ça passe par quoi cette agilité? Quand tu parles d'agilité, c'est... L'agilité, c'est être capable de s'adapter très rapidement à un changement de contexte. Par exemple, cette année, on a vécu les changements au niveau de la RGPD, de comment les médias doivent présenter un consentement à l'utilisateur. Ça génère pour eux des besoins de s'adapter, d'intégrer de nouvelles technologies, de pouvoir proposer des solutions qui sont compatibles avec les différents contextes de consentement. L'utilisateur qui donne complètement son consentement, celui qui donne le consentement à moitié, celui qui ne le donne pas complètement du tout. Et donc, il faut être capable à ce moment-là de déployer très rapidement une solution. Et c'est un peu là qu'on intervient avec eux et qu'on leur fournit, grâce à notre plateforme, un outil qui leur permet, une fois que c'est notre solution intégrée chez eux, de très simplement déployer ces solutions sans avoir à retaguer le site, sans avoir à prendre toute la complexité qu'il peut y avoir à développer ces technologies-là. Et c'est quelque chose qu'on a vécu toute l'année. Plus récemment, les évolutions de Google qui donnent de plus en plus d'importance au Core Web Vitals et au score que peut avoir un site pour son référencement naturel. Et donc à ce niveau-là, tout ce qui est intégration, publicité, programmatique, qui sont des choses qui peuvent être assez lourdes pour les pages en termes de lourdes en termes de performance, tu veux dire? En termes de performance, en termes de temps de chargement des pages, en termes d'expérience utilisateur. Et donc pour être réactif et s'adapter au mieux à ces changements, il faut être capable effectivement de déployer des nouvelles technologies, des stratégies, de tester, de voir comment ça améliore les scores et de s'adapter au fur et à mesure des résultats. Ok, très clair. Peut-être pour Fabien, est-ce qu'il y a des éditeurs plus classiques qui ont davantage sauté le pas ces derniers temps avec l'effet Covid? Est-ce que tu as vu un changement dans la typologie des médias qui faisaient appel au programmatique? Non, pas spécialement. Je pense que le programmatique a atteint un niveau de maturité très élevé il y a déjà, pré-Covid, je dirais,
assez largement. Et si je devais faire une analyse de ce que j'imagine, le programmatique, des évolutions du programmatique dans les mois et les années à venir, c'est plutôt un changement assez important, systémique, qui concerne l'identité, dont on parle beaucoup, et les cookies tiers dans l'univers web mobile HTML et les identifiants publicitaires dans les univers applicatifs. Juste pour rappeler le contexte, là on parle de la fin du cookie tiers, donc on a une moindre possibilité pour l'éditeur de qualifier le visiteur, donc ce lien manque avec l'annonceur. Donc c'est comment on passe outre cette fin du cookie pour malgré tout qualifier le visiteur et pouvoir lui proposer une publicité pertinente. Oui, alors puisqu'on est sur le sujet spécifiquement du programmatique, c'est simplement que le programmatique, c'est plusieurs choses, mais c'est, je pense, d'abord la capacité à individualiser le message à François, différemment de Virginie, voilà, à l'individu, et la dimension qui est utilisée par les technologies pour individualiser et différencier les ordinateurs, les téléphones, etc., c'est le cookie tiers. Et par une suite d'événements qui sont portés par les navigateurs, les régulateurs, dans les mois à venir, il y aura globalement plus de cookies tiers. Il n'y en a déjà plus du tout dans certains univers, type Safari, qui est le navigateur d'Apple. Chrome a annoncé qu'ils allaient les retirer. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je dirais la colonne vertébrale de l'individualisation des messages va disparaître. Et donc, ce qui faisait finalement la principale valeur ajoutée du programmatique va disparaître. Donc ça interroge, j'imagine, sur le futur du programmatique. Comment est-ce qu'il va se réinventer ça peut faire peur à sa l'annonceur. principale valeur ajoutée. Ça peut faire peur à l'annonceur. Je pense que les annonceurs, ça leur fait pas spécialement peur, mais eux, ils vont juger de la performance de leur campagne. Peut-être que la performance va baisser, peut-être que les mesures d'efficacité seront plus les mêmes, et il va y avoir des différences, et donc peut-être ça peut influencer la manière dont les investissements sont canalisés. Oui, très bien. Pour une question peut-être plus, pour toi Sabra et puis Virginie, alors le programmatique, c'est pas quelque chose que peut-être que vous faites au quotidien dans vos postes. Donc, mais je voulais quand même savoir si dans des campagnes de brand content avec des annonceurs, est-ce que le programmatique pèse dans le mix? Est-ce que vous proposez dans vos campagnes de l'activation digitale par le programmatique? C'est une offre effectivement qui est aujourd'hui commercialisée chez TF1 sur la partie programmatique. Après, sur en tout cas plus le secteur sur lequel moi je travaille, on est plutôt sur du gré à gré, parce que forcément quand on travaille sur une typologie de film précise, on cherche des contextes peut-être pour aller voir, je sais pas, une cible plus familiale, potentiellement une cible plus masculine. Donc on va vraiment aller sur cette granularité de contexte plutôt que sur la partie programmatique. Alors, le programmatique chez Prisma Media Solutions, c'est un vrai relais de croissance. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, nos revenus en fait, sont représentés à 60% par le digital. Ça veut dire que je parle au niveau de la régie. C'est-à-dire qu'on a 40% qui rentrent encore par le print, mais 60% sur le digital au global. Ça, je mets hors social. Et donc, cette croissance-là, en fait, elle s'est faite quand on a lancé une structure, il y a maintenant 10 ans, qui s'appelle Prismadex aujourd'hui, où on a aujourd'hui des entités en fait, qui sont dédiées au yield. Donc, on travaille évidemment avec des partenaires. On en parlait justement tout à l'heure avec Fabien, où notre enjeu, nous, il va être en effet de permettre d'avoir une mesurabilité très fine aujourd'hui des campagnes, de pouvoir les adapter, d'avoir aussi un programmatique, on va dire, rassurant, d'où le boom du programmatique garanti ou des deal data qu'on va pouvoir faire très en amont. En ce qui concerne le brand content, quel que soit, j'ai envie de dire, le secteur, on en fait peu. Il s'adapte de mieux en mieux, mais on va plutôt travailler le programmatique dans des opérations de brand content quand on va avoir toute une dimension SEO parallèlement, qui va nous permettre ensuite d'avoir une agilité sur les contextes qu'on va proposer. En ce qui concerne aussi tout ce qui va être data qu'on va pouvoir récupérer, on va avoir l'absence du cookie, on l'a anticipé, on a une data navigationnelle très fine, on travaille chacun de nos URL. Donc on a aujourd'hui un relais de croissance absolument considérable sur le programmatique et qui ne va pas s'arrêter encore pour l'année prochaine. Je pense que Magna aussi a annoncé une très très forte croissance sur ce levier-là. Oui, clairement. Merci. On va parler un peu de vidéo du côté éditeur. Peut-être Virginie, puisque tu as le micro. Entre les formats vidéo, des formats longs pour le brand content, qu'est-ce que vous avez privilégié? Quelles sont un peu les tendances en termes de format vidéo, peut-être plébiscité par vos annonceurs?
Alors, sur les formats vidéo, je le disais, il y a 5 ans, en fait, on a décidé d'avoir une forte accélération sur le sujet. Et donc, on a créé 8 studios. Donc, je vous engage à venir nous voir à Gennevilliers. Il faut traverser le périphérique, mais vous verrez, ça se passe très bien. C'est pas très loin, ça va. Ça se passe bien. Ça se fait bien. Donc, c'est 8 studios, en fait, qui proposent en fait des univers qui sont, par exemple, un loft, un atelier cuisine, un boudoir pour le féminin, etc., qui nous permet aujourd'hui de plugger une vidéo par article. C'est-à-dire que quand vous allez sur tous nos sites, vous aurez toujours une vidéo qui va illustrer le contenu éditorial de nos journalistes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Prisma Media est capable de proposer un inventaire plus de 500 millions de vidéos vues par mois. C'est pour vous donner un petit peu cette dimension importante qu'on a et ce qui explique aussi nos chiffres d'affaires programmatiques, bien évidemment. Ça fonctionne aussi parce qu'en tant que publisher, on a aussi des convictions et on a des attentes des annonceurs qui vont être, sur la garantie du contexte, ce que disait très bien Sabra tout à l'heure. On vient nous chercher pour ça et c'est ce qu'on peut apporter, nous, en vraie valeur de différenciation. Donc c'est la brand safety, c'est-à-dire le contexte dans lequel la publicité de l'annonceur va être diffusée. Exactement. Donc ça, c'est très, très attendu aujourd'hui. Deuxième enjeu, c'est l'attention. C'est un environnement maîtrisé, je le disais tout à l'heure, mais au-delà de ça, c'est quelles mesures on va pouvoir apporter, que ce soit en visibilité ou en complétion. On s'est complètement aligné sur, j'ai envie de dire, les guidelines des GAFA, qui nous ont un peu bousculés quand même, mais qui sont très inspirants pour nous. Charge à nous maintenant de mettre en place tout ce qu'il faut pour être une vraie complémentarité. On ne va pas parler de concurrence parce que ça c'est foutu, mais en tout cas de complémentarité. Donc ça c'est un deuxième enjeu qui est très très important. Mais au-delà de la vidéo et des formats sur lesquels en fait on a beaucoup de formats narratifs qui explosent littéralement aujourd'hui en termes justement d'attention là-dessus. On a aussi une recherche de la part des annonceurs d'avoir de la convergence. Et cette convergence, en fait, même si je l'exprime sur une certaine puissance au niveau de Prisma Media Solutions, nous, on développe beaucoup d'alliances. Vous le savez peut-être, on a été racheté par le groupe Vivendi. Une des premières synergies qu'on a faites, c'est avec le groupe Canal, où on a lancé une offre qui s'appelle Upper Target. Ils ont une appétence et en tout cas une avance, on va dire, sur la TV segmentée qui est très intéressante. Et nous, on intervient vraiment en complémentarité. Ça veut dire qu'on va s'appuyer en fait sur l'environnement de Prisma Media Solutions et sur la data de Canal pour pouvoir nourrir les enjeux annonceurs sur la vidéo et être une vraie complémentarité de plans médias pour eux. Et le deuxième enjeu, je trouve, sur la vidéo, c'est une énorme excitation du marché, c'est le live shopping. Ouais. Alors le live shopping, grande excitation au début d'année, avec des vrais succès. Je pense notamment à Carrefour. Je vous engage à regarder leurs live shopping qui sont faits en propre, donc sans aucun soutien média, où c'est devenu des vrais rendez-vous au moment de leur temps fort, avec du vrai drive-to-commerce. Et puisqu'on parle d'apprentissage, nous on en a fait. On a fait 2 POC. Un qui était en marque blanche avec Amorelli. Amorelli, c'est un site qui vous propose des objets coquins. Je vois qu'il y en a qui me sourient, je pense qu'il y en a qui connaissent. J'étais resté poker face. Vraiment pas. Voilà. Donc là, on a travaillé en marque blanche. Marque blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont venus chercher notre connaissance au niveau de l'influence et surtout notre connaissance au niveau de l'activation des audiences. On a fait un deuxième POC où là, en fait, on s'est attaché à une marque média. Donc on s'est appuyé sur la marque Femme Actuelle pour proposer en fait un produit Slender Toad. Dans les apprentissages qu'on a eus, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'on a un enjeu colossal à mobiliser les audiences sur ce type de sujet. C'est-à-dire que comment est-ce que des audiences qui sont habituées à se nourrir, à s'informer, à se divertir, on va pouvoir les emmener vers l'acte d'achat. Le deuxième, c'est la valeur ajoutée qu'on va pouvoir mettre en place en termes de drive to traffic vers le site annonceur. Ça aussi, ça s'anticipe et c'est tout le long aussi du live qu'il faut travailler en fait cette notion de trafic. Il y a aussi la notion de facilitation du parcours client. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans le live shopping, il faut que ce soit extrêmement simple de pouvoir acheter le produit qui est mis en avant. Il n'y a pas de clic, il faut qu'il n'y en ait qu'un. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul code promo. Il faut qu'il y ait une visibilité très très claire du produit et que ce soit en fait une fluidité absolument absolue. Et tout ça, vous le travaillez en interne, vous avez dû apprendre ces compétences parce qu'il y a de l'UX, il y a du design, il y a du dev, tout ouais, on l'a travaillé exactement à travers. La chance qu'on a, c'est qu'on a des studios. Donc toute la partie vidéo, studio, en fait, était déjà intégrée. Là où on a dû beaucoup travailler aussi, c'est sur l'angle éditorial et l'incarnation qu'on allait apporter à ces formats-là. Parce qu'il faut l'animer, le live shopping, pendant 1 heure,
qu'on parle de sexualité ou qu'on parle de sport. Il faut retenir son audience. Donc on a un succès, j'ai envie de dire, j'ose le dire, qui est plutôt à confirmer là-dessus, que ce soit, mais je crois que sur le marché, c'est à peu près global. C'est-à-dire qu'on sent que, d'ailleurs, ça fera partie des enjeux dont on parlera tout à l'heure. Je pense que la next step, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on drive nos audiences vers le e-commerce, qui est l'enjeu final maintenant. Mais en fait, qui nous a permis vraiment de tester cette appétence et vraiment de descendre encore plus bas dans le funnel de conversion, qui est un vrai enjeu pour nous, publishers. Oui, de descendre dans la chaîne et jusqu'à l'acte final d'achat qui est le Graal, quelque part. Exactement. Merci Virginie. Peut-être le micro pour Sabra, justement sur les vidéos, puisque donc forcément chez TF1, c'est quelque chose qui est dans votre ADN. Vous parlez de la télé. Est-ce que tu as des retours d'expérience sur des opérations avec des annonceurs autour de la vidéo, le type de format d'opération? Virginie parlait de convergence. Vous avez aussi du web. Tu peux nous expliquer un peu des opérations sur la vidéo? Effectivement, chez nous, c'est un point central et la convergence l'est aussi, notamment avec par exemple notre offre télésegmentée ou encore notre dernière offre MP hybride et plus spécifiquement en fait sur des use cases que moi j'ai pu avoir, par exemple sur le cinéma où on sait que les bandes annonces sont effectivement très longues. On crée en fait plutôt des positions en fait premium qui vont être par exemple notre offre storytelling qui vont permettre en fait d'avoir la longueur et tout le message sans forcément être noyé dans un tunnel de publicité, ce qui est assez intéressant. Merci Sabra. Puisque tu as le micro, Fabien, sur la vidéo et la tech, donc vous, c'est pas forcément le même type de vidéo, on ne parle pas de brand content, on ne parle pas de vidéo, mais vous avez pour autant chez Augury des formats autour de la vidéo. On sait que c'est des CPM aussi qui sont peut-être plus élevés quand on est sur des publicités un peu plus riches. Est-ce que tu vois, toi, des innovations sur le secteur à venir? Bien sûr. Ou même déjà en place d'innovation, mais ouais. Absolument, et on est à fond là-dessus. Donc nous, on est spécialiste du mobile. Donc c'est vrai que notre enjeu, c'est de réussir à maintenir une expérience utilisateur agréable et proposer une efficacité aux annonceurs et une rémunération extraordinaire aux éditeurs. Donc, voilà, bien sûr, évidemment. La promesse. Sur un tout petit écran. Et on s'attache à le faire en proposant de nouveaux formats. Donc on en a lancé 3 qui sont, s'ils ne sont pas uniques, en tout cas on est un des rares à les proposer, je pense, sur le marché. Donc il y en a un qui est assez historique qui s'appelle le Video Chooser. En fait, c'est uniquement dans l'environnement applicatif. Donc c'est un interstitiel, comme on a l'habitude de les voir, qui sont assez intrusifs, qui interrompent l'expérience de navigation. Mais là, on propose à l'utilisateur de choisir la publicité qu'il veut voir pour poursuivre sa navigation. Parmi annonceurs, parmi 3 annonceurs, effectivement. Et donc, finalement, il y a un côté opt-in où l'utilisateur s'engage. Donc, on a des taux de mémorisation extraordinaires. Voilà, c'est une des méthodes qui existe depuis quelques années déjà chez Augury. Plus récemment, on a lancé un format qui s'appelle le thumbnail, qui en fait est techniquement, c'est, je dirais, un overlay qui vient sticky corner. Quelques anglicismes dans le secteur. Mais schématiquement, c'est pleinement visible. Donc l'annonceur obtient ses critères. Le thumbnail, c'est la vignette, c'est une vignette qui va se superposer au contenu. Donc il y a une forme d'intrusivité. Pour diminuer cette intrusivité, le format est éphémère, c'est-à-dire qu'il s'efface une fois que la vidéo qui fait 15 secondes maximum est arrivée à son terme, ça s'enlève. Et du point de vue annonceur, ça a ce bénéfice d'être 100% visible, 100% complété, ce qui est une métrique hyper importante dans la vidéo et en particulier dans le programmatique. Alors juste mais le fait justement d'être le moins intrusif possible, est-ce que ça permet cette complétion malgré quelque part l'envie de l'utilisateur? Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être une question c'est un curseur. Esprit mal placé, bien sûr, mais tu as l'esprit très mal placé parce qu'en réalité c'est un curseur et il faut faire le choix de l'hyper intrusivité qui est l'interstitiel, qui va effectivement peut-être du point de vue d'annonceur cocher toutes les cases. Quoique, parce que finalement, on peut aussi s'agacer d'être interrompu de cette manière. Et finalement, répondre aux KPI de l'annonceur, complétion, visibilité, minimiser l'impact sur l'expérience utilisateur, maximiser les perfs, maximiser le revenu. Voilà. Donc c'est plutôt une question de curseur. Et effectivement, là, sur ce format thumbnail, on fait clairement le choix de l'expérience utilisateur et de la rémunération éditeur. Et c'est un format qui est très populaire chez les éditeurs. Et de toute façon, on le voit même nativement sur iOS
iOS, dans la dernière version, on a ce mode très juste, picture in picture, en fait, c'est ce qui nous tu peux déplacer ta vignette. C'est ce qui a inspiré le format publicitaire, effectivement, c'est cette innovation qu'a proposé iOS dans l'univers applicatif. Lorsque vous regardez une vidéo et que vous changez d'application, la vidéo va rester en surimpression de la nouvelle application sur un modèle vignette. C'est un peu le même format publicitaire, plus petit en réalité. Là, c'est pas le cas. Par exemple, si je quitte l'application de l'éditeur, j'ai pas la pub qui reste. Non, parce qu'on est sur un univers mobile web. Mais c'est une bonne idée. Il y a peut-être un sujet là-dessus. Non, on n'est pas allé jusque-là. Et pardon, je termine très vite. Troisième format, tu parlais d'un troisième format. Exactement, et qui est très récent parce qu'il a quelques semaines, qui s'appelle le Header Ad, qui est un format très élégant haut de page, qui lui aussi diffuse de la vidéo, qui lui aussi est très respectueux de l'expérience utilisateur parce qu'il démarre un peu large, mais au moindre scroll, il diminue. Voilà. Et on est toujours dans cette réflexion qui consiste à équilibrer performance annonceur, ce qui est ensuite garant d'une très bonne rémunération éditeur, et expérience utilisateur la moins intrusive possible. Ok, donc Sébastien, est-ce que sur ce sujet de la vidéo, tu veux réagir? Alors, vous accompagnez des éditeurs donc, dans l'optimisation. Est-ce que sur la vidéo, vous apportez, vous, ce conseil en essayant de mettre plus de vidéos? Oui, tout à fait. Nous, les éditeurs qu'on accompagne, ils font beaucoup de displays classiques, il y a beaucoup de éditorial. Il y en a un paquet qui démarre effectivement sur la vidéo, donc on les accompagne sur ces sujets-là aussi. Je crois qu'on peut regrouper les stratégies avec deux stratégies différentes. Il y a les éditeurs qui se lancent vraiment dans la création de contenu. Et donc là, il y a création de contenu, création de valeur, des contenus qui sont uniques, qui sont recherchés par l'utilisateur et de qualité vont générer des vues. Et là, ça devient très facile de faire de la monétisation vidéo parce qu'on va avoir des gens engagés avec les vidéos qui vont accepter d'avoir un peu de publicité et les taux de complétion vont être bons. Et donc, les rendements seront bons pour les annonceurs et seront bons pour les éditeurs. Ça, c'est bien sûr la formule la plus gagnante. Et après, on a aussi, comme on accompagne aussi les éditeurs de tiers 2, tiers 3, des éditeurs qui souhaitent mettre en place des solutions de monétisation vidéo, mais sans avoir vraiment une stratégie de contenu qui est création de contenu unique et qui vont simplement bénéficier des forts CPM et de la valeur des annonces vidéo au sein de leur site qui n'a pas forcément vocation à créer du contenu. Et c'est plutôt, on vient lire un article et on va imposer un peu une vidéo. À ce moment-là, je crois que l'objectif, c'est d'arriver à tester et à mettre en œuvre différentes stratégies pour trouver quel est le meilleur équilibre entre la monétisation qui va être faite par la vidéo et pour qu'elle soit faite complètement et à fort CPM, il va falloir avoir à forcer un peu la complétion de la vidéo alors qu'il n'y a pas forcément un intérêt au départ pour consommer le contenu et trouver la bonne balance entre ça et l'expérience utilisateur. Parce que malheureusement, comme aujourd'hui, toutes les audiences sont majoritairement mobiles, quand on impose une vidéo sur un article, forcément ça occupe de la place et donc il faut trouver les bons compromis, le bon comportement. Donc c'est aussi essayer de trouver le meilleur compromis avec un contenu qui est lié au plus avec l'article qu'on vient lire au départ, et puis aussi trouver le bon comportement au niveau du player avec différents formats comme l'expliquait Fabien, pour essayer d'insérer cette vidéo et cette monétisation additionnelle sans gêner l'expérience utilisateur, qui est vraiment clé de notre point de vue pour la génération d'audience et pour la monétisation globale du média. Top. Très clair. Je reviens comme une seconde vers Sabra sur la vidéo parce que je pense que alors là c'était très tech, peut-être vous êtes moins sur la tech, mais je voudrais quand même savoir des use cases vidéo que vous avez pu faire. Tu parlais un peu de découpage, de bande-annonce. Est-ce que vous avez fait récemment des opérations avec de la convergence que tu pourrais nous expliquer un peu entre le brief, où vous décidez, comment vous travaillez? Est-ce que tu as des use cases là-dessus? Alors du coup oui, beaucoup, parce que heureusement pour nous le cinéma a repris, les salons réouverts, donc on a beaucoup de bandes annonces. Et ils ont besoin de faire justement de la pub pour faire revenir les gens en salle. Et en termes de vidéo, en fait l'avantage qu'on a nous, c'est qu'on est aussi 100% brain safety, on a un très beau taux de complétion aussi, on approche près des 100%. Donc c'est quelque chose que les annonceurs cherchent beaucoup chez nous, et notamment par exemple sur le cinéma, sur potentiellement des films jeunesse. Je prends l'exemple d'un use case qu'on a eu cet été d'un annonceur, d'un distributeur un peu plus indépendant qui lui a voulu faire une campagne digitale pour effectivement mettre en avant sa bande-annonce, mais aussi de la télé segmentée. Donc ce qui était assez effectivement intéressant pour lui, c'est-à-dire d'atteindre un peu ce nouveau média télé mais via le digital, en lui donnant en fait cette espèce de convergence justement vidéo. D'accord. On a après des use cases effectivement quotidiens sur toutes les campagnes qu'on met en ligne aujourd'hui. Et le fait d'avoir justement par TF1, par la box, on sait qu'il y a plus de segmentation. Est-ce que vous êtes capable de proposer des dispositifs à des annonceurs? Je vois par exemple le replay quand on regarde. Alors voilà, je
regarde Koh-Lanta en replay. Moi, c'est évidemment pas le même type d'annonceur que quand on le regarde en live. Est-ce que vous pouvez proposer des choses un peu plus segmentées, régionalement, localement, en utilisant de la data? Bien sûr, on a effectivement de la géolocalisation. On a aussi toute notre offre data qui vont aller, par exemple, chercher peut-être potentiellement plus des hommes que des femmes, des gens qui ont un intérêt pour les programmes d'aventure ou pour effectivement toutes sortes d'intérêts différents. Et ça vous permet d'aller chercher des annonceurs plus petits, locaux? Bien sûr, mais je prends l'exemple encore justement sur le cinéma où on ne va pas s'adresser de la même manière à quelqu'un qui adore les films d'horreur versus quelqu'un qui adore les comédies. Donc on va aller chercher potentiellement cet intérêt programme. On va aussi, grâce au fait que MyTF1 soit logué, aller avoir une data beaucoup plus forte et pouvoir chercher potentiellement des hommes, des femmes, des femmes avec enfants. Ouais. Donc c'est ça qui est assez intéressant sur effectivement tout ce potentiel vidéo. Merci. Donc tu parlais de data, peut-être question pour Virginie sur l'utilisation de la data globalement. Alors c'est une question un petit peu large, mais le fait d'avoir donc peut-être plus de data, vous êtes sur des environnements logués aussi, hein, Prisma Connect, on en a beaucoup parlé dans le marché. Ça vous permet d'être plus fort vis-à-vis des annonceurs, de proposer d'autres dispositifs, plus de personnalisation? Ouais. Alors, sur la data, je fais juste un petit zoom sur la CMP. Donc, on en a parlé rapidement. Nous, on a fait le choix en mars. La CMP, la Consent Management Platform, qui permet de la prise du consentement quand on se connecte, la fameuse fenêtre qui demande d'accepter les cookies. Ou non. Ou non. Voilà. Et donc, selon l'UX. Nous, on a fait un petit pari. Donc, je ne vous cache pas que le 1er avril, nous étions très inquiets, ou en tout cas vraiment sur nos chiffres. En fait, on a fait le choix d'avoir une data 100% loguée. C'est-à-dire, on s'interdit de commercialiser une audience qui a refusé un consentement. Ça veut dire qu'on a pris le risque à ce moment-là de perdre. Vous ne pubez pas? On ne pube pas. Si on met non, il n'y a pas de pub. Donc ça, c'était un choix en fait très fort de la part du groupe. Je crois qu'on est 2 à avoir fait ce. Alors juste pour bien comprendre, pardon, mais c'est parce que malgré le refus du cookie, on peut quand même faire une pub moins ciblée, certes, et il y a d'autres manières de cibler, mais c'est pas le sujet là, de cette table ronde. En fait, le sujet, excusez-moi. Non, ce que je dis, c'est que nous, notre choix, ça a été de dire, vous allez sur le site de Voici, Actu Chaude, vous voulez voir le contenu, on vous dit, est-ce que vous donnez votre consentement? Oui, vous accédez au site Voici et à l'Actu Chaude. Vous dites non, on vous propose de payer l'article. C'était courageux, mais c'était une conviction forte en fait qu'on avait. On a perdu, puisque vous allez me poser la question, j'imagine. J'allais vous poser la question, effectivement. Entre 5 et 10%, ce qui est assez faible finalement au niveau de nos audiences. Donc on garde vraiment ce cap-là. Et la deuxième, c'est évidemment la data loguée. C'est ce que viennent chercher nos annonceurs. On l'a dit, à court terme, il n'y aura plus de cookies. On a maintenant un enjeu aujourd'hui où les annonceurs nous demandent une granularité très très forte, mais en même temps de cette granularité, ils veulent de la puissance et en même temps, ils veulent avoir du drive to commerce. Donc nous, on a lancé Prisma Media Connect, en fait, qui est un login en fait, qui est proposé en fait, à chaque internaute qui vient consulter un article, quels que soient les 25 sites qu'on a aujourd'hui au niveau du groupe. On va lui proposer en fait de se connecter. Donc c'est mail, sexe et c'est tout, et mot de passe. Et une fois en fait qu'il a validé en fait ce consentement, il va pouvoir avoir une navigation beaucoup plus souple au sein de l'ensemble de nos sites. Par exemple, vous vous connectez sur Voici, mais ensuite, quand vous allez sur Gala, sur Femme Actuelle, sur Géo, sur Capital ou Harvard Business Review, vous aurez cette facilité en fait de navigation. Cette volonté en fait de faire une data loguée, c'est d'avoir, j'aime bien utiliser cette expression, c'est une data 100% bio. C'est-à-dire que c'est notre data qu'on va mettre à votre disposition. On sait d'où elle vient, on sait ce qu'elle fait. Et cette data, en fait, elle va nous permettre, nous, en tant que publisher, de proposer des servicing supplémentaires. Elle va nous permettre aussi de travailler des contenus exclusifs et personnalisés. Donc tout de suite, on voit l'enjeu au niveau aussi des annonceurs qui vont pouvoir s'adresser de manière personnalisée à ces datas-là. Nous, on va pouvoir la recouper aussi à toute la data emailing qu'on a et de pouvoir monter ainsi des dispositifs globaux sur lesquels on va retargeter, en fait, en fonction du format, en fonction de l'attente qu'on a pu détecter, des centres d'intérêt, etc. Donc on a une cellule data scientist qui aujourd'hui est assez importante, qui nous aide, nous, au niveau de la régie, justement, à proposer toujours des dispositifs qui allient cette granularité data et en même temps cette puissance en fait, qu'on doit apporter auprès de nos annonceurs pour qu'ils puissent
développer avec nous leur business. Très clair. Fabien, sur la fin du cookie, le consentement, forcément ça a un impact aussi pour vous. Comment vous le contournez? Qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que Alors, ça vous non, a fait? ça n'a pas d'impact pour Augury parce que Augury est devenu ID-less depuis, bien avant mon arrivée. En réalité, moi je suis arrivé en août chez Pas Augury. toi qui as tout changé. Pas du tout, non. Non, ils avaient anticipé. Et donc, non, mais effectivement, c'est plutôt un bon move, je pense, parce que objectivement, ça va devenir de plus en plus compliqué de faire du ciblage data à partir d'identifiants cookies, soit parce que l'utilisateur n'aura pas donné son consentement, soit parce que les navigateurs ou les operating systems vont le bloquer. Donc, il faut trouver des solutions alternatives. Et chez Augury, je trouve qu'il y a un modèle qui moi, je trouvais assez en avance de phase, où on mélange finalement plusieurs solutions qui vont du contextuel, de l'intelligence artificielle sur les analyses sémantiques, l'utilisation d'un historique de données qui a été collecté pendant des années avec le consentement. Qu'est-ce que ça permet de faire justement peut-être Ça permet de répondre à des briefs annonceurs. Hein, c'est aussi simple que ça. Ça permet de répondre à je veux cibler des femmes entre 25 et 49 ans. Avant la data, on le faisait avec des panels et on disait tiens, elles sont sur Femmes Actuelles. Je vais acheter le 4e de couverture, ou sur TF1, voilà. Et quand on est passé au digital, on a découvert qu'on pouvait individualiser et créer des profils hyper fins à partir de l'historique de navigation. Puis on s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop intrusif comme modèle de collecte de données, et qu'on pouvait avoir sur chacun d'entre nous un historique de navigation complètement délirant jusqu'au site de santé qu'on consultait, et les pages santé, etc. Donc effectivement, il y a eu les RGPD. Maintenant, on est en train de rebasculer vers un modèle où on est en train de réinventer le ciblage. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça continue de cibler de cibler autant que possible les femmes 25-49 sans s'appuyer sur des identifiants individualisants. Voilà. Ok. Sébastien, sur le sujet peut-être de la personnalisation de l'IA, est-ce que toi, alors que ce soit côté éditeur ou vous chez Opti Digital, qu'est-ce que vous pouvez faire grâce à l'IA? Je ne sais pas si vous travaillez sur ce sujet. Sur la data en particulier, moi je suis assez confiant effectivement dans tout ce qui est les innovations qui sont développées pour répondre aux problématiques de la disparition des cookies. On croit beaucoup dans tout ce qui est... Il y a bien sûr les audiences loguées, mais qui ne peuvent pas répondre non plus à tous les types de médias, parce qu'on travaille avec énormément de médias qui n'ont pas du tout d'audience loguée aujourd'hui, et qui vont avoir comme des difficultés pour transformer toutes leurs audiences en loguées. Mais par contre, on croit beaucoup en tout ce qui est solutions contextuelles et solutions en fait de création de contexte pour les annonceurs, effectivement, à partir de mots-clés, de contextes qui sont créés, à partir des pages qui sont naviguées par les utilisateurs. C'est quelque chose qu'on a déjà mis en place et sur lesquels on a des résultats très intéressants pour tout ce qui est univers sans consentement. Parce que, je l'expliquais tout à l'heure, on a innové nous cette année avec des solutions qui permettent aux utilisateurs qui refusent de donner leur consentement de passer sur des solutions d'ad serving alternatives qui vont pouvoir livrer des campagnes basées sur le contexte de la page plutôt que basées sur des données et des audiences. Alors dans le contexte complètement où l'utilisateur a refusé, il y a quand même un nombre d'annonceurs importants qui ne participent pas, donc la monétisation est plus modérée. Mais dans un contexte où ce sera simplement la difficulté technique du cookie qui va bloquer l'utilisation de data, je pense que le contextuel est aussi une solution vraiment intéressante et qu'on arrivera à développer. Il va falloir, encore une fois, malheureusement pour les éditeurs, être capable, quand ils n'ont pas la taille d'un Prisma, de s'adapter et donc de travailler avec des partenaires qui les aident à passer ces évolutions et à trouver des solutions sans avoir la capacité en interne de bien sûr développer ou d'avoir effectivement les propres dispositifs. Il faut vraiment des équipes sérieuses pour arriver à développer ça en interne. Ouais, donc c'est un peu ça qu'on va leur offrir et qu'on va travailler avec eux. Ouais. Très clair. Peut-être maintenant sur les tendances, un petit tour de table. Je voulais voir peut-être Sabra, si tu veux commencer. Quels sont les formats, les bonnes pratiques que tu vois émerger ou au contraire devenir mainstream en 2022? Il y a plein de sujets, mais qu'est-ce que toi tu vois un peu émerger? Alors moi, ce que j'imagine émerger, en tout cas ce que j'espère, c'est aussi beaucoup les formats un peu sur mesure, voire opérations spéciales, qui sortent un peu du classique
que ce soit digital ou télé. Après, tout va dépendre effectivement du brief de l'annonceur, de ce qu'il cherche, mais j'imagine qu'aujourd'hui, la volonté commune, c'est d'émerger, de se distinguer. Donc, moi, je le vois plus sur effectivement des formats assez événementiels. Je pense par exemple à des formats que nous on crée sur l'entertainment, qui sont des formats sur mesure, potentiellement pour créer de l'engagement avec un QR code pour aller gagner des places de cinéma, que ce soit aussi pour mettre en avant potentiellement des verbatims, des quotes presse, pour avoir un argument caution de ces titres presse ou même de ces gens qui ont déjà pu voir le film avant. Ça va vraiment être effectivement du sur-mesure en fonction de la demande. Avec plus d'interactivité, quoi. Avec la possibilité d'incorporer ça. Fabien, format ou bonne pratique que tu vois émerger, que tu appelles de tes voeux ou qui vont devenir mainstream? Je pense que c'est tout ce qui va tourner autour de la publicité durable. Voilà, les concepts autour de la publicité durable, qu'on essaie d'ailleurs de développer chez Augury avec justement des ciblages sans s'appuyer sur de la donnée personnelle. Des formats publicitaires les moins intrusifs possibles, mais qui restent performants. Toutes les problématiques qui se développent aussi, je trouve, qu'on voit d'ailleurs partout, très présent en France, sur les initiatives RSE, le calcul de l'empreinte carbone d'une campagne, ça, c'est intéressant. Vous avez aujourd'hui dans des briefs clients qui ont, je sais pas, un objectif, je sais pas comment ça se matérialise, mais vous mesurez l'impact énergétique des campagnes. Virginie, je te vois au pied du chef. Oui, nous, on a lancé une calculatrice carbone en début d'année. Et donc, elle existe aussi bien sur le print que sur le digital que sur le social. Donc, on est capable aujourd'hui, j'ai envie de dire en 2 clics, de pouvoir envoyer à un annonceur l'impact carbone de sa campagne. Donc, sur ces 2 leviers-là. Les agences médias nous le demandent aussi. C'est en train de se structurer. Le SRI a donné des bases. L'UDICAM travaille dessus, etc. Parce qu'aujourd'hui, chaque régie a un peu travaillé sa calculatrice. Donc là, maintenant, il faut uniformiser. Mais oui, aujourd'hui, ça fait partie du brief. Et je me permets du coup de garder le micro, mais par rapport à ce que tu disais sur la partie responsable, nous, en tant que publisher, on a aussi, dans les formats qui sont en train de se développer, l'impact sociétal, c'est-à-dire quelle responsabilité sociétale dans nos contenus aussi qu'on va pouvoir partager. Donc ça passe même sur du papier, par exemple, quel papier on va utiliser. Ça, aujourd'hui, ça nous est demandé. Je le disais tout à l'heure sur les campagnes digitales. On a aussi un sujet sur les contenus, comment est-ce qu'on adresse certains contenus. Donc ça, c'est vraiment des sujets très forts qui sont en train de monter. Je pense que on va avoir un point d'équilibre en 2022 grâce à une structuration très forte du marché publicitaire. Donc un qui est vraiment en train de se faire. Ouais, qui sera fondamentale. La question, ça va être, est-ce que ça va être un vrai outil de média planning ? Ça va être une autre histoire. Pourquoi ? Parce que quand moi je vous donne l'impact carbone d'une campagne digitale, je vous en donne l'impact carbone de la diffusion de la campagne. Donc je peux vous dire, vaut mieux adresser des campagnes en Wi-Fi qu'en 4G, vaut mieux compresser la vidéo, etc. Par contre, sur le print, moi, l'impact carbone que je vais vous donner, c'est du produit papier, enfin de l'arbre, jusqu'au recyclage. Oui, donc ça va beaucoup plus loin dans la chaîne. Donc ça, il faut bien le prendre en considération, il faut l'expliquer, etc. Donc ça, c'est... Voilà, il faut passer un peu de la phase, c'est du marketing, un peu greenwashing, désolé pour le terme, mais en tout cas, à quelque chose vraiment de mesuré, dont tout le monde peut s'emparer, qu'on peut contrôler pour le prendre en compte. C'est pas juste, ça ne doit plus être juste un discours. Voilà, ça ne doit plus être un discours, ça doit être concret. Nous, par exemple, on fait de la compensation. C'est-à-dire qu'on compense 100% des campagnes avec, par exemple, les annonceurs qui ont signé le programme FAIR. Ça, c'est un engagement qu'on a eu très, très vite dès le début d'année. Sur les formats et les bonnes pratiques, dans les bonnes pratiques, c'est sûr qu'il y a un gros sujet aujourd'hui sur les campagnes multileviers. Les annonceurs aujourd'hui vont aller chercher en fait les points de contact là où ils sont. C'est pour ça qu'on a des alliances qui se développent. On a Food Brand Trust par exemple qu'on a nous avec CMI et puis Reward. On a aussi sur le social. Aujourd'hui, moi les campagnes sociales qu'on travaille, elles sont multiplateformes. Auparavant, on me demandait trouve-moi un influenceur sur Instagram, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On nous dit je veux la marque média, par exemple sur Instagram. Quel influenceur tu connais sur Pinterest et comment tu complètes sur TikTok. D'accord. C'est déjà plus granulaire, c'est-à-dire une meilleure compréhension des réseaux par les annonceurs, qui vous guident un peu plus vers ce qu'ils veulent. Exactement. Quelle communauté, comment je les adresse, bien comprendre la grammaire et nous, qu'est-ce qu'on va développer. Autre format aussi qui fonctionne, c'est le format narratif. Qui s'est beaucoup développé sur le social. Je pense que Brut a été vraiment aussi très inspirant pour nous tous.
En tout cas, on a le boom du Reels, on a le boom de l'IGTGV, on a des formats plus longs aussi qui fonctionnent de mieux en mieux, les micro-trottoirs, les témoignages. Et ensuite, on a aussi toute la partie coulisses. Donc là, je fais une petite parenthèse. Sur TikTok, par exemple, on a une marque Gala qui s'est lancée pendant le confinement, donc en 2020. Aujourd'hui, Gala sur TikTok, c'est la première marque média européenne, avec plus de 2 millions de fans aujourd'hui, qui suivent les coulisses des événements, des tapis rouges, des événements dans la mode, etc., etc. Donc une fois qu'on a bien compris, merci les défilés, une fois qu'on a bien compris ce sujet-là, voilà. Et là, les annonceurs sont très friands de pouvoir intégrer et de pouvoir s'infiltrer sur une plateforme qui n'est pas simple, avec une audience qui est souvent très jeune. Donc nous, on arrive un peu pour filtrer tout ça et pour leur garantir, évidemment, un côté brand safety. Et puis, il y a une troisième tendance qui est l'incarnation. Je pense que vous l'avez vu, il y a une incarnation de plus en plus forte dans les programmes et les formats. Nous, par exemple, on a lancé un magazine avec Stéphane Plaza, qui s'appelle Bienvenue chez vous. Mais l'incarnation, elle est aussi quand on va lancer des formats où on fait appel à des incarnants très forts, par exemple sur la santé. On fait appel aussi à des incarnations sur l'influence qui sont extrêmement demandées. Et puis le dernier format aussi qui fonctionne très bien, c'est le podcast. Le podcast ne deviendra, je pense, pas mainstream, même s'il y a 4-5 ans, je crois, au même micro, je vous aurais dit que si, j'y croyais énormément. Non, je pense qu'il n'y aura pas mainstream, mais en tout cas, aujourd'hui, on a un engouement parce que c'est un format tactique, parce que c'est un format qui offre une relation très forte entre l'annonceur, vous êtes mieux placé que moi pour en parler, franchement, du podcast, mais voilà. Et ça, on le voit, nous, au niveau publicitaire, c'est un vrai engouement, que ce soit sur la partie programmatique, les CPM ne sont pas les mêmes, ou sur la partie host read ou brand content. On a une explosion, nous, par exemple, de toutes nos opérations brand content en podcast qui peuvent être faits en propre, donc le podcast seul, associé à une marque média ou non, ou alors intégré dans un dispositif global dans lequel le podcast a sa place et a ses vraies valeurs ajoutées en fait, sur un dispositif. Merci Virginie. Avant de donner la parole à Sébastien, juste chez TF1, parce qu'on parlait de tendance, vous faites beaucoup de réalité augmentée. J'avais vu avec un journaliste, Yanni, au JT. Est-ce que tu penses que c'est une tendance qui peut s'inscrire dans des dispositifs pour les annonceurs ? Bien sûr, oui. Enfin, c'est pour moi quelque chose qui, effectivement, va sur un peu ce futur, parce que ça devient de plus en plus important et aussi de plus en plus demandé par nos annonceurs. Après, moi, j'ai un peu moins le sujet, effectivement, sur mon secteur, mais c'est quelque chose, en tout cas, chez TF1, qui est un peu clé pour le futur, oui. Oui, j'ai vu ça dans le JT. Merci Sabra. Sébastien, toi, tes formats ou bonnes pratiques que tu peux voir émerger en 2022 ? L'instant prédiction ? L'instant prédiction, en fait, ce qu'on constate beaucoup, c'est que dans la création, l'innovation côté format, malheureusement, souvent, on crée des nouveaux formats et souvent, ils viennent s'ajouter à des formats existants pour la monétisation publicitaire. Et je crois que de notre côté, on va bien sûr travailler sur l'enrichissement plutôt des emplacements plutôt qu'ajouter de nouveaux formats dans un article par exemple. Et essayer de monétiser au mieux les emplacements existants plutôt que de venir rajouter et de pénaliser l'expérience utilisateur. Donc quelque chose en quoi on croit beaucoup et les bonnes pratiques, c'est d'investir effectivement dans la data et d'investir aussi dans l'IA. C'est quelque chose qu'on a fait beaucoup chez nous en fin d'année et sur lequel on mise énormément en 2022. Travailler en fait et investir dans l'IA pour exploiter au mieux la data et arriver en fait à générer des revenus additionnels sur les emplacements existants, avec des variations de format parfois, mais sans créer des nouveaux emplacements, pour maintenir une expérience utilisateur qui va être optimale, tout en renforçant la monétisation au fur et à mesure du temps. Donc ça va être beaucoup d'innovation et de l'utilisation de données qui est un levier indispensable pour avoir une croissance de revenus sur des emplacements existants sans rajouter des formats et sans aller dans la direction opposée de ce que commence à imposer Google avec les Core Web Vitals, l'expérience utilisateur. Ils ont beaucoup appuyé cette année et je pense que ça va appuyer encore de plus en plus. Si on veut être bien référencé et générer des audiences fortes, il va falloir garantir une bonne expérience utilisateur. Et donc c'est renforcer plutôt les emplacements existants par de l'IA, par de la technologie, par des innovations, plutôt que de rajouter des formats et de dégrader l'expérience. Ouais, exactement. Super. Fabien, peut-être le dernier mot, parce que je crois que je t'ai pris un peu le micro tout à l'heure pour répondre, mais je ne sais pas si tu avais terminé sur tes formats. J'avais à peu près terminé. Alors peut-être sur ce sur quoi vous travaillez, sur vous chez Augury 2022, est-ce qu'il y a des sujets particuliers nous, notre gros challenge chez Augury, en tout cas sur la partie dont je m'occupe, qui est la partie supply, relations éditeurs,
c'est de faire une transition d'une proposition de valeur qui était uniquement ou quasiment exclusivement applicative vers une proposition de valeur web. Donc voilà, on bosse là-dessus et on travaille avec Prisma, avec Opti Digital, avec TF1 d'ailleurs aussi. On travaille avec tout le monde pour exporter notre savoir-faire, nos services et notre valeur ajoutée dans un nouvel environnement. Très clair. Merci à vous. Est-ce qu'il y a peut-être des questions dans la salle sur des prédictions, sur des formats publicitaires? N'hésitez pas, c'est le moment. S'il n'y en a pas, merci à toutes et à tous de votre attention. Petit instant auto-promo, j'aurais dû faire au début, je le fais à la fin, c'est indélicat, mais je le fais quand même. J'anime un podcast sur les médias qui s'appelle Mediarama, c'est pour ça qu'en fait on parlait un peu de podcast. Donc je vous invite, si vous êtes passionné de médias, à écouter ça sur mediarama.io. Merci de votre attention à tous. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette table ronde enregistrée, je le rappelle, à l'occasion de la Presse au futur qui s'est tenue en décembre à Paris. Avant de vous quitter, je voulais vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. En ce début d'année, j'ai proposé à d'anciens invités emblématiques du podcast de me donner leurs prédictions médias de 2022. On a parlé innovation technologique, grands bouleversements, nouvelles compétences et défis majeurs pour cette nouvelle année. Pour découvrir toutes ces prédictions, je vous invite à vous rendre sur le site de Mediarama, sur mediarama.io. Et si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire sous le podcast et en partageant ces prédictions autour de vous. Un grand merci pour votre fidélité et à bientôt. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.